Bonsoir. Si vous combinez la technologie forte à la fantaisie, vous créez ainsi quelque chose d'assez distinct. Tel est le message musclé de l'invité de ce soir. Notre invité est un phénomène rare en Europe, une célébrité authentique dans le monde des grandes affaires. Il est né en 28 au Liban, s'est installé en Suisse, le pays de l'horlogerie, où il a fondé la société suisse de microélectronique et d'horlogerie SMH, dont le siège principal est situé à Bienne, là où nous nous trouvons actuellement. Et à partir de cette ville paisible et peu connue, qu'on repère difficilement sur la carte géographique, bien qu'elle soit à l'ouest de la Suisse et à 200 km de Genève, il a traversé les océans, acquérant ainsi une notoriété internationale dans tous les coins du monde, comme Buenos Aires, Chicago et Hanoï. Du président-directeur général de Hayek Engineering, une compagnie de consulting, il se retrouve dans le monde de l'horlogerie, qu'il jure d'organiser, de resituer, pour fonder et présider plus tard l'une des plus grandes sociétés européennes, évaluée à des billions de dollars américains et rassemblant plus de 15 000 employés. Cette société vous offre les plus grandes marques de montres: Omega, Blancpain, Longines, Certina, Rado, Tissot, Hamilton, Flic-Flac, Calvin Klein et bien entendu Swatch, la petite montre de 40 dollars qui a envahi le monde. Grâce à lui, l'industrie horlogère suisse a regagné sa position de leader mondial. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un que vous attendez depuis longtemps et que nous attendons depuis longtemps. Nicolas Hayek, bonsoir et bienvenue, et merci d'être avec nous. Je suis fort ravi de vous recevoir dans Maraya, qui est le titre de l'émission. Je suis fort ravi de permettre au public libanais de vous découvrir et de vous connaître. Tout d'abord, dites-moi, que ressentez-vous, sachant que ce soir, vous vous adressez pour la première fois au public libanais? Je ressens beaucoup d'émotions, comme chaque fois que j'apparais devant un public que j'aime, un public que je respecte, et avec qui je n'ai pas parlé depuis longtemps, mais même si c'est un public suisse avec qui je parle pratiquement toutes les semaines, je suis toujours plein d'émotions, parce que j'aime les gens autour de moi, et j'aime les gens qui ont envie de m'écouter. Mais vous savez, la première fois a toujours ce quelque chose de nouveau, a toujours l'inattendu. On ne sait pas à quoi on s'attend, on ne sait pas où on va arriver. C'est pour cela que je trouve que ce soir, cet entretien, qui va certainement pénétrer ou faire intrusion dans tous les foyers libanais, il va amener quelque chose de nouveau. Et à la fin de l'émission, tout le monde va essayer d'évaluer à sa façon Nicolas Hayek. Certainement, vous êtes très connu au Liban, vous êtes trop célèbre au Liban, de nom, on ne vous connaît pas de visage, on ne vous connaît pas d'image, et ce soir, on va lier les deux. L'image à la photo, d'un côté, et de l'autre côté, on va vous écouter en train de parler et de vous adresser. Alors, vous savez, beaucoup de points d'interrogation ont été soulevés quant à votre identité. Il y a pas mal de rumeurs qui ont circulé et qui disent que vous avez nié votre identité libanaise. Et il y a beaucoup de gens qui disent que Nicolas Hayek nie d'être libanais, comme si c'est une page close qu'il a totalement fermée, qu'il ne veut pas du tout ouvrir, comme si c'est un passé qu'il voudrait fuir. Est-ce que c'est vrai que vous niez être libanais? Non, pas du tout. Mais en principe, ce que moi je vois, c'est la totalité de notre planète, c'est la totalité de notre univers, c'est toujours ce que j'ai vu dans la vie. Si au lieu de regarder seulement le village où je suis, c'est de regarder la totalité. Alors ce que je ne nie pas du tout, c'est que je suis un être humain et que je suis citoyen de cette planète. Et certainement que j'ai des ancêtres et des parents qui sont méditerranéens et qui sont du Liban, ça je ne l'ai jamais nié du tout, tout le monde le sait. Mais le fait que je ne suis pas allé au Liban me promener pour dire à tout le monde, regardez, je suis un type célèbre, ou que j'ai 3 dollars de plus que les autres à la banque, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire. J'étais plein de travaux à faire ici, des travaux, pas des travaux industriels, pas des travaux commerciaux. Il fallait dans cette région où on avait des tas de chômeurs, des gens qui devenaient très appauvris, ce qui est tout à fait étonnant d'entendre que ça peut arriver en Suisse, il fallait remettre des places de travail. Il fallait redonner confiance aux gens. Il fallait montrer que nous, en Suisse, ici, nous sommes capables de nous battre contre les Japonais ou les gens en Asie qui peuvent faire des choses beaucoup meilleures marché que les nôtres. Il fallait prouver ça. J'étais complètement absorbé par ce genre de travail. Et avant
J'ai aidé à la reconstruction de l'Allemagne, à une époque où personne ne voulait aider les Allemands à reconstruire. C'est pour ça que je suis aujourd'hui membre de la commission de technologie du chancelier allemand comme seul étranger en Allemagne. C'est pour ça que la plupart des grands industriels et politiciens allemands ont confiance en moi. J'étais en train de reconstruire, de refaire, de faire des choses, de faire des produits, de faire des usines, de faire des places de travail, parce que c'est la chose la plus triste qu'on peut avoir au monde, d'avoir des gens qui n'ont rien à faire et qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens de subsister. Alors quand vous faites ce genre de travail, vous n'avez pas le temps de dire, regardez, moi je suis un coq qui a des plumages tout rouges, qui a une tête plus belle que les autres, et j'ai une voiture plus grande que les autres, venez me regarder. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Alors si on dit que je renie pratiquement tout. Je renie le village suisse où j'habite, dont je suis citoyen, je renie les autres. Je suis complètement citoyen international, citoyen de cette planète. Donc Nicolas Hayek, le citoyen du monde, Nicolas Hayek, certainement, sa célébrité l'a amené un peu partout dans le monde. Donc il n'est pas ligoté par des limites périphériques. Au contraire, il appartient à tout le monde. Et il sent finalement que tout ce monde lui appartient. Et Nicolas Hayek aussi, comme nous l'avons remarqué, et je pense que le public le remarque, est quelqu'un qui est très spontané, quelqu'un qui est très naturel. C'est pour cela, ce soir, il m'a dit, même si Bill Clinton allait être là, j'allais rester comme ça, avec ma cravate. Donc je vais rester tel que je suis, je ne vais pas me déguiser. C'est pour cela, ce soir, mes amis, vous êtes en train de le voir comme ça, avec une cravate qui n'est pas très bien nouée, et avec la chemise qui est déboutonnée. Alors, Nicolas Hayek, cet entretien, je vais le diviser en 3 parties. La première partie sera consacrée finalement à votre parcours, à votre itinéraire. La seconde partie sera consacrée à votre carrière actuelle, ainsi qu'au bilan de vos affaires. Et la dernière partie, on va essayer à travers elle de vous découvrir, de découvrir l'être humain enfui en vous. Pour commencer, un retour au passé, à vos débuts. Certainement, vous étiez jeune, vous étiez rêveur, comme tous les jeunes, vous étiez ambitieux, et peut-être vous étiez confiant en un avenir qui était plein de promesses. Quel était le rêve le plus inaccessible chez vous? Quel était votre rêve le plus fort? Écoutez, pour commencer, je voudrais quand même vous dire que je suis toujours jeune. C'est connu en Suisse, et dans toute la presse, et dans toutes les interviews que je donne, que j'ai encore la fantaisie d'un homme de 6 ans. Même ma femme me dit, je dis à tout le monde, je suis marié avec un homme qui a la fantaisie de 6 ans, mais une expérience de 60 ans. Et je continue à expliquer à tout le monde que si on veut devenir chef d'une grande entreprise de production de produits émotionnels, voitures, montres, des choses comme ça, si vous avez perdu la fantaisie de vos 6 ans, eh bien ne faites pas ça. Allez devenir chef de gare. Maintenant, pour répondre à votre question effective, c'est de se poser la question que nous devons nous poser tous, nous êtres humains, surtout nous qui sortons d'une civilisation très ancienne, avec une mixture de races absolument très mélangée. J'ai lu dernièrement un livre écrit en allemand sur le Phénicien des Phéniciens. Il faut lire le mélange de races qu'il y a dans ce bassin méditerranéen des vivants qui existe là-bas. C'est que finalement, pourquoi sommes-nous sur cette terre? Est-ce que nous sommes là pour vivre pendant 60, 70, 80 ou 90 ans, boire, manger, avoir les plus grandes voitures et le plus d'argent possible, jouir de tout ce que la nature nous donne, partir et ne rien laisser? Ou est-ce que nous sommes là pour pouvoir faire quelque chose? Si Dieu nous a donné des capacités, des possibilités de créer des choses pour cette humanité, d'améliorer la situation que nous avons, les problèmes que nous avons dans tous les pays où nous vivons, même en Suisse, quand vous la voyez de dehors, vous croyez qu'il n'y a pas de problème. J'ai fait un discours le 12 septembre dernier devant la grande industrie suisse, le gouvernement suisse qui était présent, les partis politiques, tout. J'ai critiqué les situations que nous avons ici, pourquoi il faut les changer et comment les changer. Si vous avez ces capacités-là, il faut les utiliser. J'ai toujours pensé que je devrais faire quelque chose pour cette terre. C'était pas le rêve, c'était ce que vous vouliez faire. Ça, c'était une des possibilités. La deuxième, et c'est ça mon rêve, Ricardo Caram, c'est une fois de découvrir l'origine de l'univers. Vous ne savez peut-être pas que j'ai fait des études de mathématiques, physique, chimie, que je voulais devenir nucléaire physiciste et que j'étais arrêté ici en Suisse à un moment donné parce que le père de ma femme est tombé malade et il avait une petite usine ici que j'ai dû diriger pendant qu'il était à l'hôpital. Eh bien moi, toute l'opération des atomes, toute l'opération de l'univers, d'où est-ce que nous sortons, le Big Bang,
m'a toujours fasciné. Et je te dis, quand j'étais tout jeune, quand j'étais enfant, moi j'ai toujours cru en Dieu. Quand je suis devenu adolescent, j'ai commencé à poser des questions que chaque adolescent pose dans la vie en disant, est-ce que Dieu existe vraiment ou est-ce que c'est simplement une superstition que la religion? Et c'est quand vous arrivez à mon âge et que vous suivez les résultats énormes des recherches industrielles, et je suis au milieu de ces recherches-là, aussi bien dans cette compagnie que dans nos relations à l'intérieur de la Suisse, où je fais partie de l'établissement important de décision de la Suisse, que ce soit économique ou politique, ou des écoles polytechniques. Quand vous suivez toutes les recherches, les résultats de toutes ces recherches, y inclus ce qui se fait en Amérique, par exemple, aux instituts de recherche de AT&T, où j'étais dernièrement, vous vous apercevez que plus vous descendez dans les connaissances humaines jusqu'aux plus petits atomes, finalement la question est toujours, et qui a créé ça? Qui a créé la première énergie? Qui a créé la première matière? Eh bien, ce n'est pas possible de croire autre chose qu'en Dieu. Je me rappelle qu'un des grands savants Nobel Prize Traeger est venu me voir, il m'a invité aux États-Unis, c'était au laboratoire de Bell, de AT&T, il m'a dit, Nicolas Hayek, j'ai lu une interview avec vous, ou j'ai vu une interview dans le CNN, où vous avez dit, vous croyez en Dieu parce que qui a créé la plus petite particule ou la plus petite énergie? Et il ne faut pas y croire parce que moi j'ai une solution pour vous. Et cette solution était absolument inacceptable. Il m'a dit, avant il n'y avait rien. Et après il y a eu tout. Alors ces deux choses, c'est les choses qui me fascinent le plus. Et quand vous arrivez à réfléchir de cette façon-là, vous avez une vue globale de l'ensemble. Et vous avez vu comment j'ai réagi avant, quand vous me dites, on dit Nicolas Hayek, il renie le Liban. Je ne renie rien du tout. Je suis citoyen de cette terre. Le Liban est une partie intégrante de cette terre. Mais je suis en train de regarder un peu plus globalement, c'est tout. Sur les questions qui se rapportent à l'existence de Dieu, certainement, vous êtes arrivé à une solution, vous êtes arrivé à une réponse, que Dieu existe. Est-ce que vous sentez que vous êtes ami avec Dieu? Est-ce que vous communiquez avec lui? On ne peut pas être ami avec Dieu parce que vous êtes ami avec quelqu'un qui est au même niveau que vous, qui vous approche, que vous voyez, que vous regardez les yeux en face de vous, avec qui vous pouvez sourire, échanger de la chaleur humaine. Mais Dieu, quelle forme a-t-il? Comment est-il? On peut simplement l'aimer, on peut simplement être aimé par lui et surtout soigné par lui. Moi, j'étais un de ces êtres humains qui ont été très soignés par Dieu. Comment? Oui, pour commencer, je suis né un dimanche. Et en Suisse, ici, on dit les enfants du dimanche, c'est les gens qui ont le plus de chance dans la vie. Et puis, j'ai eu pas toute la chance. Si vous voyez aujourd'hui, je suis un homme heureux, je suis un homme complètement qui a bu la vie. Tout ce qu'il a voulu dans la vie, il l'a eu. Je suis un homme qui n'a jamais dû faire quelque chose de malhonnête, qui n'a jamais dû courir derrière un sou, qui n'a jamais été la langue pantelante en disant il faut que je gagne de l'argent, qui a seulement eu beaucoup de soucis pour une famille qu'il avait, une femme et deux enfants quand il n'avait pas le sou, pour leur assurer au moins une subsistance normale, pour ne pas qu'ils meurent de faim, mais qui n'a jamais réfléchi à devenir riche et qui, d'après Forbes Magazine, est un des hommes 200 hommes les plus riches, les plus puissants du monde. C'est ce que les journaux disent, mais il ne faut jamais les croire. Vous avez dit avant que la SMH valait des centaines de millions de dollars. Le chef financier de la SMH vous corrigera en disant qu'elle vaut des centaines de milliards. Pas des centaines de milliards, mais des dizaines de milliards de dollars. La capitalisation de la SMH aujourd'hui à la bourse de Zurich est de 10 milliards de dollars. Et notre chiffre d'affaires est de 3, etc. Donc, quelqu'un qui a bu la vie, qui a des gens autour de lui qui vraiment l'aiment, pas le respectent parce qu'il est puissant, parce qu'ils ont peur de lui. Vous voyez les gens autour de moi partout. Si vous faites quelque chose comme Hayek en Suisse, vous avez la moitié de la population contre vous. Si je suis en Amérique, c'est la même chose, sauf que je suis un peu moins connu. Mais en France, à Paris, quand j'ai conduit cette voiture pour faire des essais, à chaque feu rouge que j'ai arrêté, les gens ont dit, regarde, c'est Hayek qui est là-bas. Il y a Chirac qui vient me visiter, Helmut Kohl qui vient me visiter. Et surtout, on m'écoute. C'est une des grandes qualités du peuple suisse. Ce bonheur que vous vivez aujourd'hui intensément, et cette chance que vous avez eue, ça prouve aussi que Dieu a toujours été là.
que la Providence a toujours été à vos côtés, en votre faveur. Ça prouve que Dieu et vous étiez amis, et vous êtes toujours amis, non? Je ne sais pas si on peut dire qu'on est amis. En tout cas, je voudrais bien être ami avec lui, c'est bien ça. C'est pas fait. Nicolas Haïk, votre famille a-t-elle contribué à vous former, à être un appui pour vous, à vous soutenir? Certainement, je parle ici de votre famille biologique. Parce que nous sommes toujours dans le passé, on essaie d'avancer un peu avec le temps. Oui, c'est juste. Et étonnamment, c'est Jacques Chirac qui m'a dit ça. Quand il est venu me visiter un an avant qu'il est devenu président de la République française, il est venu visiter notre compagnie. Nous avons un film là-dessus que vous pouvez voir peut-être après. Et pour me demander de venir créer notre usine d'automobile en France. Et le jour où Jacques Chirac est venu me visiter, il était le maire de la ville de Paris à cette époque-là, dans un des journaux français qui apparaissait le matin, parce qu'il a quitté vers 10h30, le matin c'était écrit « Jacques Chirac visite Nicolas Hayek ». C'était le titre. Alors il est arrivé, je l'ai pris à l'aérodrome de Berne, nous avons un aérodrome à Berne, et je l'ai pris en voiture, il y avait pratiquement la moitié de la presse suisse qui nous suivait de tous les côtés. Il m'a dit donc ce matin, le Premier ministre libanais m'a appelé, il s'appelle Hariri, vous le connaissez? J'ai dit oui, le nom évidemment je le connais, mais je ne le connais pas personnellement. Il m'a dit écoute, tu vas en Suisse, tu vas dire à Nicolas Hayek qu'il faut qu'il vienne visiter le Liban. Pourquoi vous n'allez pas? J'ai dit écoutez, c'est Chirac, évidemment que je veux aller, seulement je ne veux pas aller pour rien du tout. Si je vais là-bas, c'est simplement pour dire voilà, je suis ici, maintenant portez-moi sur vos bras et faites tout là, c'est pas ce que je veux. Si on a besoin de moi, je viens. Il faut que je fasse quelque chose quand je viens. Ou sinon, je vais en vacances et personne ne saura que je suis là-bas. Alors il m'a dit, oui, mais M. Hariri m'a dit, ils vont vous inviter. J'ai dit, oui, j'irai dès que j'aurai la possibilité. Mais vous savez vous-même combien j'ai de problèmes. Il m'a dit, n'oubliez pas que si vous êtes aussi fort, que vous êtes un des hommes qui vont passer dans l'histoire de l'industrie mondiale du XXe siècle et probablement du XXIe siècle, c'est parce que votre famille biologique vient de là-bas. Donc ce que vous venez de dire maintenant, c'est pas vous qui l'avez inventé, c'est exact. C'est exact, il ne faut pas oublier, les gènes jouent un grand rôle, mais la société dans laquelle vous vivez, ou dans laquelle vous nagez, joue aussi un énorme rôle. Si vous voulez savoir ce qui m'a fait à moi finalement, dans la position où je suis aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment le bon Dieu que vous avez mentionné il y a quelques temps. Bon, donnons-lui 90% de crédit, hein, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Après, il y a mon père, il y a ma mère, il y a ma famille, il y a cette fantastique explosion de races mélangées qui existe. Bien sûr pour vous. Non. Et puis il y a la société dans laquelle j'ai nagé ici. Il ne faut pas oublier que si la société suisse ne m'avait pas donné les moyens, je n'aurais pas pu faire ce que je fais. Il faut aimer ces gens-là. Il faut comprendre. À aucun moment, pendant 49 ans, je suis en Suisse maintenant, à aucun moment, je n'ai senti que je ne suis pas allé dans le voyage, dans le village à côté. Il y a des gens qui ne le savent pas, malgré que les journaux disent d'où je viens. Mon curriculum vitae est publié constamment. Je suis né au Liban. Il ne le dit jamais. Moi, le Si CV que j'ai reçu, là, c'est pas vous demandez à Mme Hovald, elle vous le dira. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette compagnie, Mme Hovald, qui ne le sait pas? Eh bien, il y a des tas de gens qui ne le croient pas quand vous leur dites. Pour eux, je suis suisse. C'est cette société qui m'a donné les possibilités de m'exprimer, qui m'a donné les possibilités de pousser ces expressions en faisant des réalisations. Parce que je suis un réalisateur pour finir. Je ne suis pas l'homme qui donne seulement des idées, je suis l'homme qui pousse immédiatement à la réalisation. Et surtout, d'après un président de la République suisse qui malheureusement est mort il y a quelques années, il m'a dit « Tu as une qualité énorme de donner de la confiance et de l'optimisme aux gens autour de toi et de les motiver à pousser avec toi. » C'est peut-être quelques qualités que j'ai, mais rappelons-nous, c'est bien le bon Dieu. Et c'est bien la société dans laquelle je vis, et évidemment les gènes de mes ancêtres. Il y a une petite parenthèse là que je vais ouvrir si c'est possible. Vous m'avez dit tout à l'heure, tout en parlant de l'impact de votre famille, que ce n'est pas moi qui ai inventé ce que je vous ai posé comme question. Alors là, je vous dis, tout franchement et tout bonnement, pas du tout. Moi, je n'ai singé personne, je n'ai copié personne, et c'est finalement une question qui émane de moi. Alors je ferme ma parenthèse, je continue, je passe à la question suivante. C'était pas polémique ce que je vous ai posé. Vous avez dit que vous avez fait des études vous vouliez être physicien nucléaire. Donc vous avez fait des études de physique, de chimie et de biologie, c'est ça? Vous étiez à Paris ou à Lyon, plus précisément? À Lyon. Alors, la Suisse, est-ce que c'était le début d'un long périple
ou bien vous avez erré un peu partout et puis vous êtes rendu ici, vous avez Non, résidé non, ici? non, je n'ai pas erré. Non, je n'ai pas erré. Je n'ai pas erré malgré que je suis un homme, comme vous le dites, tout à fait spontané et qui réagit très vite. Non, je n'ai pas erré. J'ai simplement planifié à l'époque, il faut vous rappeler, c'était les années 49, 50, 51, c'est juste après la guerre. Vous n'étiez probablement pas né, vous. À l'époque, nous avions l'euphorie de l'atome. Il y avait évidemment eu cette opération énormément tragique des bombes qui a été lancées sur le Japon. Mais on s'est dit, c'est des accidents. Les Américains, c'est finalement des gens qui sont complètement corrects, et sympathiques et démocratiques. Et ils aiment tout le monde et ils sont chaleureux. Ça ne va pas continuer avec la bombe. Nous allons pouvoir finalement avoir le perpétuum mobile, l'énergie générale, qui ne coûte rien du tout. Et à ce moment-là, la plupart des jeunes, et surtout moi qui étais accroché, vous rappelez-vous, à cette vision des planètes de l'univers, je voulais être partie de ce développement qui rendrait cette terre riche partout, qui ferait que tout le monde aurait tout ce qu'il veut pour vivre, qu'il n'y aurait pas des gens malheureux, qu'il n'y aurait pas des oppressés, qu'il n'y aurait pas des pauvres. Et alors que cet idéal, j'étais en train de planifier, j'étais déjà marié, ma femme qui est suisse, et j'étais en train de planifier de trouver un job. J'avais déjà une bourse pour aller en Amérique pour justement continuer des études poussées en physique nucléaire. Et c'est là où le bon Dieu, que vous appelez mon ami et que j'appelle mon protecteur, m'a aidé malgré moi. C'est à ce moment-là où mon beau-père est tombé malade, il a eu une hémorragie cérébrale. Et une hémorragie cérébrale fait que vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus travailler. Et j'étais le seul des enfants, évidemment avec ma femme, assez âgé pour pouvoir reprendre contrôle d'une petite usine de 11 ouvriers qui faisait des sabots de frein pour les chemins de fer suisses. C'était une petite fonderie qui faisait de l'acier et de la fonte pour les chemins de fer suisses, et qui n'est pas loin d'ici. Tout à fait entre Berne et Bienne. Il faut dire que Berne est à 30 km d'ici, la capitale de la Suisse, et à 15 minutes d'autoroute. Alors, ma femme et ma belle-mère m'ont dit, dis donc, au lieu d'aller en Amérique maintenant, tu restes en Suisse et tu vas essayer de garder cette usine pendant 1 ou 2 ans. Les médecins disent qu'il va revenir. Et puis, à ce moment-là, tu pourras continuer, tu es encore très jeune. Ben, je me suis laissé convaincre. Parce que pour commencer, j'aime bien la Suisse. Et deuxièmement, c'était une affaire familiale que je ne pouvais pas laisser mourir. Et c'était une affaire familiale dans une usine qui ne nous appartenait pas, qui n'appartenait pas à mon beau-père. Il l'avait louée. Et j'ai repris cette usine. Avec toutes les idées que j'avais, j'ai remonté cette opération d'une façon qui m'a étonné moi-même. Je ne veux pas vous raconter tous les détails de cette histoire parce que ça prendra 1 heure de télévision et c'est pas intéressant pour la plupart des gens. Mais après 2 ans, 2 ans et demi, plutôt 3 ans même, mon beau-père s'est rétabli. Puis il est revenu dans une usine qui était déjà achetée, je l'avais achetée, j'avais tellement développé de choses nouvelles et positives que j'avais pu acheter cette usine, donc elle appartenait à mon beau-père. Et moi j'avais un salaire de 1500 francs suisses. Et puis, ça n'a pas marché. Mon beau-père était un homme d'un caractère sensationnel, un type très fort, mais qui n'admettait pas qu'il y ait des égaux avec lui dans une usine qu'il avait finalement créée lui-même. Alors, on n'était pas tout à fait du même avis, et puis un beau jour, j'ai quitté. Avec 2 enfants et une femme. Heureusement, je n'ai pas fait la même faute. À la dernière discussion dans une télévision, j'ai dit avec un enfant et 2 femmes. Alors, j'avais, comme je dis, je l'ai toujours, une femme et 2 enfants. Et puis, j'avais pas d'argent. Et puis, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas d'argent? Vous ne pouvez pas acheter une usine, vous ne pouvez pas aller à une banque demander de l'argent, ce que j'ai jamais fait de ma vie, parce que j'étais bien éduqué par une mère qui m'a dit jamais faire de dette, jamais de dette. C'est pour ça que cette compagnie n'a aucune dette, ni le groupe Hayek non plus. Et alors c'est à ce moment-là où j'ai décidé de créer une compagnie de consulting, parce qu'avec ça, vous avez besoin d'un bureau, d'un téléphone et d'un bon nom.
Puis je suis allé avec ma famille à côté de Zurich, qui est la plus grande ville suisse. C'est le New York de la Suisse par rapport à Berne, qui est la capitale, et à Washington en Amérique, pour comparer les deux. Et avec ma femme, qui a dû signer avec moi dans une petite banque à Zurich, un papier disant que tous les meubles de notre famille seraient pris si je ne rends pas les dettes. Ils m'ont donné un crédit ouvert que je n'ai pas utilisé au début de, je me rappelle bien, 5 000 ou 6 000 francs suisses. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et pendant 2-3 mois, je n'ai pas reçu de contrat parce que j'étais trop jeune à l'époque. Vous avez évoqué tout à l'heure, finalement, dans le dessin de votre caractère, l'importance donc du bon Dieu, l'importance de votre famille biologique, de la famille de votre femme, l'importance de votre famille à vous, que vous avez créée, de votre petit foyer, l'importance de la société, là où vous êtes sombré. Mais vous n'avez pas parlé de vous-même. Vous avez parlé des facteurs extérieurs, mais vous n'avez pas parlé des facteurs intérieurs. Nicolas Hayek, à votre avis, quels ont été les atouts principaux qui ont été une arme pour vous et qui vous ont accompagné pendant toute votre vie et dans votre lutte avec la vie? Parce que la vie, finalement, c'est un combat continu. Oui, ok, et cas de cas. Je n'ai pas parlé de moi parce que, effectivement, je ne suis pas un égoïste. Je ne suis pas un égoïste pour commencer, et deuxièmement, je suis un homme qui, a priori, aime les êtres humains autour de lui. A priori. C'est-à-dire, avant que quelqu'un ne me prouve autour de moi qu'il est un ennemi mortel de moi, moi je l'aime. Il n'y a pas de raison pour que je le haïs. Ça, c'est une des caractéristiques que j'ai, tout le monde le sait. Il faut vraiment faire beaucoup pour que... Mais alors, à ce moment-là, je deviens un tigre. Et tout le monde vous dira, il ne faut pas se battre avec lui parce que tu perds. C'est pas vrai que tu perds tout le temps, mais quelquefois tu perds. Alors, qu'est-ce qui a fait? C'est plusieurs choses. Monsieur Kahn, beaucoup de choses qui ont fait peut-être. Si je reviens en arrière maintenant, je ne me suis jamais analysé en narcisse dans un miroir en disant grand homme, quelles sont tes qualités? Et je crois que j'ai un énorme courage d'attaquer des problèmes que personne n'ose. J'ai eu dernièrement, dans un des plus grands journaux internationaux, qui est le plus grand journal suisse, la Nouvelle Gazette de Zurich, en allemand, ce qu'on appelle un laudatio. C'est-à-dire, j'ai eu un anniversaire rond. J'ai eu, je ne veux pas le dire à la télévision libanaise, disons c'était entre 50, 60 et 70 ans, mais les anniversaires ronds dans les pays de langue allemande sont des anniversaires énormes. Alors ils m'ont fait des fêtes à n'en plus finir, moi j'ai eu honte de moi-même, mais il y avait une demi-page d'articles sur moi avec une grande photo me décrivant. Et parmi les multiples qualités qu'ils m'ont donné, ils ont dit il a une entwaffnende Ehrlichkeit. C'est-à-dire que quand je parle, je vous désarme avec l'honnêteté avec laquelle je dis des choses. Je peux vous dire des choses désagréables, mais elles doivent être vraies. Si vous avez fait une erreur, je peux vous dire voilà ce que tu as fait. Je n'ai pas peur de ça. Et je crois qu'avec ce courage, la capacité de motiver les gens autour de moi, parce qu'il y a déjà des tas de lutteurs autour de moi ici. C'est une compagnie de combat absolument sensationnelle. Elle est considérée comme une des meilleures au monde. Les gens essayent de nous voler du personnel tout le temps. Alors j'ai serré les dents et je me suis dit, bon, t'es étranger, t'as pas d'argent, t'as une femme, t'as 2 enfants, tu te bats maintenant. Je me suis battu. J'ai eu beaucoup de chance. Toujours, ce bon Dieu était là. Alors pendant 3-4 mois, j'ai pas eu de contrat. Beaucoup de gens se seront dit, nos deux pipes, il faut que j'abandonne, que je revienne trouver un job et que je travaille dans une usine, parce que j'avais déjà acquis des spécialités en aciérie et en fonderie dans cette usine où j'étais, parce que j'ai une capacité énorme d'apprendre très vite, surtout des technologies. Et j'avais une réputation, surtout en Allemagne et maintenant encore, d'entrer dans une usine et de me promener pendant un quart d'heure, et comme si j'avais pris des photographies, de sortir et de vous dire tout ce qu'il y avait dedans et surtout ce qu'il fallait changer, très rapidement. Et alors, les Suisses ne m'ont pas donné de contrat au début.
Ils se sont dit, non, depuis, cet homme, il a à peine 26 ans, qu'est-ce qu'il peut nous donner de nouveau? Et puis, il n'y avait pas le consulting. Alors, en Europe, c'était rien du tout à l'époque. C'était quelque chose qui venait de l'Amérique. Et comme dans tout le reste de ma vie, tout le monde m'avait dit, y inclut mon beau-père, ne fais pas ça, tu vas être ruiné, tu vas rien avoir. Je n'ai entendu que ça toute ma vie, des gens qui m'ont toujours dit, ne fais pas ça, ça ne va pas fonctionner. Ne prends pas l'industrie horlogère suisse, ne mets pas ton argent dedans, ne fais pas de Swatch, ne fais pas de voiture, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et j'ai toujours compté sur moi-même quand j'ai fait quelque chose, mais intelligemment, pas en fermant les yeux en me disant si je vais avec ma tête dans le mur, ça va réussir. Et le premier contrat que j'ai reçu, c'était 3 mois après, par un Allemand, qui est venu me voir à Zurich en me disant, nous avons construit pour 5 millions un four pour faire des moteurs pour voitures, et nous avons fait une grande fête au champagne. C'est pour ça que je n'inaugure jamais rien au champagne de ma vie. Et ce four ne fonctionne pas. 5 millions de marques à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Bien entendu. Alors, il a dit, on m'a dit qu'il y a un spécialiste en Suisse, c'est vous, je suis venu vous voir. Vous voulez venir? Puis ma femme m'a acheté un nouveau costume payable par mois. Nous avons une compagnie qui s'appelle Veillon ici en Suisse. Vous pouvez commander un costume et vous payez par mois 20 francs. Vous avez bien loué la cravate à l'époque? Non, non. J'ai expliqué à un journaliste une fois pourquoi je ne noue pas la cravate. Parce que l'artère la plus importante de votre corps, là où tout passe, c'est votre cou. C'est là où les nerfs passent, l'air passe, l'eau passe, le manger passe, le sang passe. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous? On le serre pour être plus beau. C'est pour le protéger, probablement. Non, moi je veux pas être plus beau. Je veux être plus à l'aise, je veux me sentir bien. Je me sens bien avec vous ce soir. Alors pour revenir à notre opération, ben, je suis allé en Allemagne. Et puis j'ai eu la chance, en 4-5 jours, de lui montrer où son four ne fonctionnait pas. Il y avait des problèmes sérieux. Avec son groupe, je suis arrivé à produire au moins 50% de la production. Il m'a donné un chèque de 10 000 marks. C'est comme si vous me donniez aujourd'hui le budget national du Liban pendant 5 ans. 10 000 marks j'avais à la main. 10 000 marks valaient à l'époque beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils étaient 12 000 francs suisses. J'étais déjà complètement sauvé avec ma famille. Et puis quand j'ai quitté avec son chauffeur pour sortir de l'usine, le chef me fait appeler par le portier au téléphone en me disant, le chef veut vous parler. J'ai dit, mais je vais rater mon avion parce qu'il m'avait acheté un billet d'avion pour revenir à la maison. Je ne suis plus allé par train comme je suis venu. Et je suis monté chez le chef, il m'a dit, nous allons construire une nouvelle fonderie. Nous avons dit, il vaut mieux ne pas faire des bêtises. Si vous ne le faites, on vous engage. Combien ça coûte? J'ai dit 60 000 marks. C'était pour moi une somme énorme. Et 3 mois. Il a dit, jeune homme, c'est beaucoup d'argent, mais attendez dehors. J'ai attendu chez son secrétariat, c'était une dame qui s'appelait Madame Marley, une rousse, qui avait énormément de sympathie pour moi, qui me disait, calmez-vous, monsieur Hayek, ne marchez pas comme ça en l'âge, vous allez avoir ce contrat. Après 1 heure, ils sont sortis, j'avais le contrat. Et ce monsieur passait ses vacances d'hiver 5 mois plus tard, avec des industriels allemands, Mannesmann et d'autres. Et en jouant au cadre avec eux, il leur a dit, moi j'ai trouvé un Suisse super, qui m'a fait ceci et cela. 2 jours après, j'étais appelé partout en Allemagne, par toute l'industrie, chacun voulait me donner un contrat. Et c'est comme ça que le travail s'est déclenché. Nicolas Hayek, vous savez très bien l'importance de la publicité. Alors, on va s'arrêter la première fois avec une pause publicitaire. Il y aura beaucoup de publicité, beaucoup de spots publicitaires qui vont éventuellement être diffusés à l'antenne maintenant. Et probablement, il se peut qu'on ait une montre aussi, une montre concurrente, on ne sait pas. On va s'arrêter et puis plus tard, nous allons continuer notre entretien. Allez hop, tournez votre dos comme il faut. What's your name? Richard Walton. W-A-L-T-O-N. Correct. Hi, Rich. Hi. L'émission Maraya de ce soir est une émission particulière puisqu'à travers elle, nous recevons M. Nicolas Hayek. Monsieur Hayek, vous savez ce que ça veut dire Maraya, je pense. Maraya. Ça c'est le pluriel de Mereye, de miroir. Ok, oui. Donc dans cette émission, on essaye de refléter la pensée, finalement, les opinions, les idées de notre invité,
On essaie de le découvrir certainement, de le dénuder, dans le sens péjoratif bien entendu, de ses habits et de voir justement comment il est, comment il pense, comment il voit les choses. Alors, vous venez de raconter que vous avez fondé une société de consulting et vous venez de parler, de raconter comment vous avez eu le premier projet. Plus tard, certainement, ce travail a progressé, il s'est développé. Mais au début des années 80, les banques suisses vous ont nommé le conseiller de l'industrie des montres. C'était une industrie menacée suite à la destruction dans les années 70, justement, cette industrie. Alors, pourquoi le choix a été sur vous? Pourquoi on vous a choisi à vous? Oui, mais très logique. Parce qu'il y avait deux grands groupes industriels de montres qui étaient parmi les plus importants. C'était le groupe SSIH avec Omega et le groupe Azuag avec Longines, qui étaient tellement mal en point que finalement, tous les conseillers que les banques avaient eus leur avaient dit fermez les usines, renvoyez tout le monde, vendez les musées, vendez les terrains, vendez les bâtiments. Il y avait des richesses énormes, ils sont toujours là encore, et fermez tout ça. Alors un des banquiers a dit nous ne pouvons pas faire ça, c'est un produit typiquement suisse, émotionnel, le peuple va être contre, nous prenons la personnalité la plus crédible en Suisse, et lui, il nous fera un rapport pour dire, en 2 ou 3 mois, il faut tout fermer, il faut tout vendre aux Japonais, le nom de la marque Omega en Asie, et puis finir la musique. Et à l'époque, j'étais en Suisse, l'homme le plus crédible chez le peuple, parce qu'il y avait eu une grande bataille sur l'achat de tanks Léopard, que l'industrie suisse voulait produire en licence à partir d'une licence allemande, et qu'ils avaient offert au gouvernement suisse pour plusieurs milliards. Et le Parlement suisse, avec le ministre présent des Sports et de l'Armée, mais à l'époque il était encore parlementaire, avait demandé que quelqu'un analyse cette offre qui était beaucoup trop haute et qui leur semblait pas du tout bonne. Et le gouvernement suisse et le Parlement suisse avaient demandé à Nicolas Hayek, justement à moi, de faire cette analyse. Et c'était un mouvement terriblement mouvementé. C'était dans tous les journaux mondiaux après. Ah oui, le fait de ça, si je dois raconter ma vie, c'est assez mouvementé. Il y a même le journal Schweizer Illustriert qui m'a montré, j'étais à l'époque mince encore et beau gosse, montant les escaliers du Parlement suisse, avec tous les photographes derrière et devant moi, avec mon cartable en main. Et j'ai présenté ce rapport qui était destructif pour l'offre qui avait été faite, qui était beaucoup trop haute, de plusieurs milliards de francs suisses. Et j'ai attaqué une partie de l'établissement industriel suisse qui était à l'époque terriblement puissant. Et moi, je n'étais pas aussi puissant que ça. Il y a eu des journées parlementaires Hayek au Parlement suisse avec des discussions où mon nom tombait toutes les 2 minutes. Vous ne pouviez pas entendre la radio sans le nom Hayek. Mais avant ça, dans la commission parlementaire de la défense nationale suisse, c'est moi qui ai défendu le rapport Hayek, comme il s'appelle, et montré qu'il y avait des choses absolument aberrantes, inacceptables. Et on a changé le chef des achats dans l'armée suisse, et le nouveau chef qui est venu l'a dit officiellement au Parlement et le dit aujourd'hui, Hayek nous a économisé à peu près 2 milliards de francs suisses. Et si on l'avait laissé faire comme il avait voulu, il aurait économisé un 3e milliard. Alors avec cette position où l'établissement vous attaque, la presse dit, voilà au moins un homme qui ose dire la vérité, qui n'a pas peur, et surtout la presse étrangère qui m'a nommé l'homme de l'année en Suisse à l'époque, dans les banques on dit il faut le prendre, parce que si lui il dit, avec toute l'expérience qu'il a de l'industrie mondiale, parce que j'avais travaillé entre-temps en Allemagne, en Suisse, en Amérique, partout, toutes les grandes compagnies du monde, si vous prenez la liste de référence de Hayek Engineering, il y a peu de compagnies mondiales, des 500 plus grandes, avec qui nous n'avons pas travaillé, sauf au Japon, nous n'avons pas travaillé. Si on le prend, si lui, il dit on ferme, ben on ferme. Il n'y aura pas trop de discussion. Alors ils m'ont appelé à une soirée ici dans un petit restaurant en disant Nick, on a besoin de toi, il nous faut un rapport en 2 mois pour pouvoir vendre, fermer, etc. Pas tous les banquiers voulaient le faire, il y avait un par exemple qui était contre, ou même 2. C'est à ce moment où j'ai posé la question, et si j'arrivais à la conclusion que nous ne devons pas fermer? Ils ont rigolé, ils ont dit, tu as toujours été un optimiste, tu ne vas pas arriver à cette conclusion. Et moi qui avais été brûlé dans un projet allemand, une compagnie allemande, où j'avais dit, faites attention, on peut sauver cette compagnie dans mon rapport, le rapport avait été caché dans un tiroir,
Et on avait dit oui, mais Hayek a dit on peut le sauver, cette compagnie en Allemagne, c'était Hanovre. Mais il y a tellement de difficultés pour la sauver qu'on préfère ne pas le faire. Alors j'ai dit à ce moment-là, c'est moi qui présente à la télévision suisse les résultats de mon enquête. Et les banques ont dit d'accord. J'avais dans le groupe bancaire deux gens qui me connaissaient parce que j'avais travaillé pour ces banques pour les réorganiser et on se tutoyait. Alors, avec une équipe, nous avons fait un travail absolument rapide. C'est très long pour vous expliquer comment, mais j'avais des preuves mathématiques certaines que nous pouvions de nouveau revenir. Et le soir où j'ai présenté les conclusions de Hayek Engineering à la télévision suisse, dans toute cette région, nous avons 42 usines maintenant ici, tous les villages de ces montagnes, toutes les villes de cette vallée, ils étaient tous à la maison le soir à la télévision comme si c'était un mondial avec le match de finale entre la Suisse et l'Italie. Tout le monde était à la maison et moi, bon, j'étais déjà habitué à parler en public parce que déjà au Liban, à l'école, quand j'avais 6 ans ou 5 ans, je me rappelle avoir fait un grand discours en hurlant dans le microphone. Ben, j'ai présenté cette opération et le lendemain, toute la presse disait c'est un optimiste, il ne va pas le sauver et toute la population disait bravo, il faut y aller. Et voilà, vous êtes parti. Oui. Donc justement, en 83, vous avez recommandé la fusion entre ces deux, les deux usines les plus grandes ou les deux usines géantes du pays, afin d'affronter le recul, afin d'affronter la baisse des revenus due à l'invasion justement des fabriques des montres japonaises. Cette fusion, vous l'avez trouvée envisageable, beaucoup d'autres trouvaient qu'elle était pratiquement impossible et difficile, quand même, vous l'avez faite. Est-ce que vos prévisions étaient des prévisions de réussite totale, ou bien le facteur de risque était un facteur assez considérable? Oui, écoutez, moi je dis toujours, les seules choses qui sont certaines dans la vie, c'est la mort et le paiement des impôts. C'est les deux choses auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Et l'amour? Elles sont sûres. Le reste? L'amour? Oui, si vous voulez, l'amour. Mais c'est pas un risque, l'amour, c'est un plaisir. C'est toujours un risque. Celui qui n'a pas... On ne sait pas où il va nous mener. Celui qui n'a pas d'amour ne vit pas, il meurt. C'est l'amour qui vous tient. L'amour est toujours risqué, hein? Oui, je ne sais pas si vous risquez beaucoup. Si vous aimez, les autres vous aiment. Pour revenir à notre opération, évidemment, il y avait des risques, comme dans toute opération dirigée par des êtres humains. Évidemment, il y avait beaucoup à faire. Il ne s'agit pas seulement d'une fusion et de regarder après qu'est-ce qui se passe. Il y avait eu beaucoup de travail à faire. Par exemple, j'avais fait, pour prouver ce que le management à l'époque de ces compagnies-là avait dit, que les Japonais étaient beaucoup moins chers que nous, ce qui est vrai. Un directeur au Japon était moins payé qu'une secrétaire trilingue ici à Vienne. Mais ce n'était pas la raison, parce que j'ai fait faire 5000 montres, tout à fait les mêmes. Sur l'une, j'ai fait écrire Made in Japan, sur l'autre Made in Switzerland, et sur la troisième Made in Hong Kong. Et j'ai fait pour la Suisse 107 $ prix public, pour la japonaise 100 $ et pour la hongkongaise 93. Et nous avons distribué dans tous les pays du monde, y inclus l'Amérique, le Japon, les pays arabes, dans quelques bijouteries, et nous avons suivi l'achat du consommateur. En Italie, 99,5% des gens ont acheté la montre suisse malgré qu'elle avait 7 $ de plus que la montre japonaise et 14 $ de plus que la montre de Hong Kong. En Suisse, c'était déjà 98,5. Et puis, dans toute l'Europe, nous avions 90% qui l'achetaient à 7 francs plus cher. Plus nous allions sur l'Atlantique, à New York, nous étions déjà à 60% pour les Suisses, et à Los Angeles, nous étions 55%. Mais toujours la majorité suisse. Au Japon même, nous avions 20% pour les Suisses, et le reste, c'était japonais, le reste. Et quand je suis revenu, j'ai dit, vous voyez, les 7 $, c'est tous les salaires que nous payons en Suisse pour produire cette montre. Et si nous avions les salaires 100% et les Japonais 0, nous pouvons toujours gagner. C'était une des premières preuves que j'avais données aux banques. La deuxième, c'est que j'ai analysé, et je dis toujours, quand vous faites une stratégie, et je suis reconnu aujourd'hui comme le professeur de stratégie mondiale, aussi bien les universités américaines comme Harvard, MIT, ou l'université de Neuchâtel vient de me donner un titre de docteur, l'université de Bologne, qui est la plus vieille université du monde, me donne le 11 ou le 12 juin prochain, avec le premier ministre italien et le président de la République suisse, aussi le titre de docteur et professeur même
pour ce genre de thèse que j'ai présenté à l'époque. Si vous faites une stratégie pour un produit, pour une compagnie ou pour quelque chose, il faut vous rappeler la première priorité, c'est le produit. La deuxième, c'est le produit. La troisième, c'est le produit et son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire l'environnement du produit? C'est les concurrents, les prix des autres, le marché, le nombre de pièces que vous pouvez vendre. Alors, avec les montres, si je pouvais vous dessiner ça ici, je peux le faire. Sinon, je vais vous décrire comment c'est. C'est comme un gâteau d'anniversaire en 3 couches. Il y a 1 milliard de montres bras ou bracelets qui se vendent dans le monde entier. C'est un peu plus que ça aujourd'hui, mais je vous donne un chiffre pour qu'il soit compréhensible. 950 millions sont dans le bas de gamme, c'est-à-dire dans la partie basse du gâteau d'anniversaire. 950 millions de ces 1 milliard, c'est-à-dire 95% à un prix public moins que 100 francs suisses. 75 $. Voilà. La deuxième catégorie? La deuxième catégorie, c'est 4,2% ou 42 millions de montres qui sont entre les 75 $ Et 400. et 700 francs suisses, qui fait 400 $. Et si vous remontez dans les montres de luxe, il reste seulement 0,8%, mais 8 millions de pièces qui sont très chères, qui sont des montres de grand luxe, qui sont des montres chères, telles que celles que vous avez ou que j'ai moi ici, mais moi j'en ai d'autres aussi qui sont moins chères. Et ces montres-là, les Suisses avaient à l'époque 98%. Ils n'avaient plus les 100%. Le prix varie entre 400 et des millions de dollars. Oui, the sky is the limit. Nous avions vendu au sultan de Brunei une montre à 4 millions de francs suisses. Et nous avons aujourd'hui des montres à la SMH que vous pouvez payer 1 million de francs suisses facilement. Nous en faisons à peu près 5 par an. Mais vous pouvez acheter des montres chez nous, commençant à 1 million, puis vous redescendez jusqu'à 10 $. Nous avons toute la gamme. C'est la seule compagnie du monde. Et nous sommes aujourd'hui la plus grande compagnie horlogère du monde en argent. Elle coûte combien cette montre? Laquelle? Celle que vous venez d'évoquer maintenant? La plus chère est 1 million de dollars et la moins chère est 10 $. 1 million de dollars? Nous en faisons 5 par an. C'est la grande complication de Blancpain. Omega fait des montres à 600 000 $ et ça descend en plus de ça. Moi, j'en veux une. D'accord. Le sultan de Brunei nous envoie des lettres fâchées si on ne lui ralentit pas chaque année une ou deux. Et alors, la SMH que j'avais créée avait pris une autre thèse. Si vous ne contrôlez pas le bas de gamme, c'est-à-dire la partie du gâteau la plus basse, vous allez perdre le haut de gamme. C'est une thèse pour laquelle aujourd'hui toutes les écoles d'économie l'ont prise comme la thèse de Nicolas Hayek sur les produits émotionnels de masse. Pourquoi? Il y a 4 raisons pour ça. À l'époque, personne ne voulait me croire. On m'a dit, bon d'accord, si tu y crois toi, et tu as fait tous ces rapports de stratégie, alors mets ton propre argent, tu es un homme qui a de l'argent, et fais-le toi-même. Nous, les banques, on est prêts à te vendre 51% de cette compagnie, mais fais-le. C'est à ce moment-là que j'ai dû le faire. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez contrôler le bas de gamme? Rappelez-vous, les Suisses contrôlaient à l'époque seulement 98%. Les Japonais étaient déjà montés, avaient acheté à Genève une marque qui s'appelait La Salle et voulaient en faire déjà une marque de grand luxe. Et uniquement nous avons pu détruire cette marque en haut et revenir à 100% en contrôlant le bas de gamme. Pourquoi contrôler le bas de gamme? 4 raisons. La première, c'est que la masse amène la masse. Si vous portez une montre, vous n'êtes pas quelqu'un de normal, on ne peut pas vous prendre à vous, on prend un citoyen normal qui ne passe pas à la télévision. Vous n'êtes pas normal parce que vous passez à la télévision, il y a des millions de gens qui voient votre montre. Je parle de gens qui vont tous les jours au travail, dans le tram ou dans la voiture, qui vont au cinéma, qui passent dans les taxis. Nous avons en moyenne 4 à 5 000 personnes par an qui voient votre montre ou votre voiture. Et il y a à peu près 0,2 à 0,3% de ces gens qui se disent, le jour où ils vont acheter une montre ou une voiture, ah tiens, mon voisin avait cette voiture, ou le monsieur que j'ai vu dans le train la semaine dernière avait cette voiture à 7 ans. C'est-à-dire la masse amène la masse. Deuxièmement, les jeunes, quand ils achètent une première voiture ou une première montre, et qu'ils ont commencé leur vie professionnelle ou qu'ils sont encore à l'université, ils achètent le produit le moins cher avec la meilleure qualité. Ouais. Et le jour où ils s'habituent à votre produit, la concurrence n'a plus rien à dire. Quand ils deviennent président, directeur général, ou premier ministre,
ou chef coordinateur ou reporter à la télévision, c'est à ce moment-là où ils achèteront le même produit. Exemple, Toyota en Amérique a vendu aux jeunes à 5 000 et 6 000 dollars des voitures bon marché, mais de bonne qualité. Et quand ils sont venus avec leur voiture de luxe à 150 000 dollars, bien Mercedes a eu des problèmes. Parce que les jeunes Américains qui étaient devenus présidents de banque à ce moment-là, ou directeurs d'usine, se sont rappelés leur jeunesse, ils se sont dit la voiture Toyota n'était pas plus mal qu'une autre, j'achète quand même une Toyota. Alors, pour cette raison, il faut être dans le bas de gamme. Deuxième raison, c'est troisième raison, parce que c'est les jeunes et puis la masse qui amène la masse. La troisième raison, si vous avez de grands volumes, vous pouvez faire des outils et des installations automatiques très chères qui vous assurent la qualité du produit. Vous avez vu aujourd'hui chez nous, dans nos usines, quelle est la qualité et le prix de toutes les installations que nous faisons pour avoir des qualités absolument uniques à des prix acceptables. Et last but not least, si vous occupez le bas de gamme, vous occupez votre concurrent, il ne peut pas monter dans le haut de gamme. C'est pour cette raison que quand j'ai dit j'attaque avec la Swatch, au lieu de dire j'attaque avec Omega ou avec les marques de grand luxe, tout le monde a dit il est complètement fou. Tout le monde. Même les banquiers. Il y avait, ouais, pas seulement les banquiers, la presse a dit voilà, maintenant c'est son Waterloo. Il a jusqu'à maintenant réussi, mais de la théorie à la pratique, c'est fini, terminé. Il a perdu toute sa fortune. Et il y a des gens qui ont confiance en moi, entre autres les gens qui travaillent dans cette compagnie. Et nous avons attaqué, nous avons complètement délogé les Japonais. Il nous a fallu 6 mois, nous étions nous-mêmes étonnés comment ils ont disparu de la circulation. En Amérique, il n'y avait plus de montres japonaises dans le bas de gamme, la Swatch à tout prix. Mais nous avons utilisé une communication. Nous avons utilisé le message, M. Carm. Et le message, c'est quelque chose d'autre que l'image. La plupart des gens, quand ils font de la publicité, ils font de l'image. Vous savez, ce que vous venez de faire maintenant, c'est un monologue, certainement, qui était très explicite et qui a expliqué d'une façon très objective et d'une façon très détaillée votre point de vue. Mais quand même, je vais un peu récapituler d'une façon beaucoup plus brève. Donc, vous avez décidé de conquérir la partie inférieure du gâteau d'anniversaire. Vous avez conquis le bas de gamme par le biais de Swatch. Certainement, c'était un pari bien étudié, parce que vous avez fait une étude au préalable. Ce pari ou ce défi, vous l'avez remporté, vous l'avez gagné. Swatch est devenu un cheval de bataille. Elle est devenue un peu partout dans le monde. Et dans Swatch, il y avait un message vrai, authentique, qui arrivait chez tout le monde. Et c'est comme ça, finalement, que vous avez pu parvenir à pénétrer le marché international. Alors, je remarque dans votre conversation, dans votre, en parlant de Swatch, vous parlez avec beaucoup d'émotion. Ou bien vous percevez Swatch d'un œil très émotif. Pourquoi? Comme si finalement Swatch c'est une culture à part entière et les autres montres c'est une culture tout à fait antagoniste. Comme si par exemple moi aujourd'hui si j'achète une Swatch je l'aperçois ou finalement je remarque une culture différente et si j'achète une montre japonaise par exemple c'est une culture tout à fait antagoniste, tout à fait opposée. Est-ce vrai ou non? Je ne dirais pas qu'elle est opposée, elle est différente. Elle n'est pas opposée. Différente dans quel sens? Dans le sens négatif? Les deux montres sont quand même un produit émotionnel, puisque vous la portez sur la peau jour et nuit, en tout cas le jour, et qu'elle est l'expression de votre personnalité. Mais évidemment, c'est absolument un autre message que celui de la Swatch. Par exemple, pour répondre à votre question, pourquoi j'en parle émotionnellement? Parce que c'est un enfant à moi, la Swatch. Pas seulement la Swatch, Omega aussi, malgré qu'elle existait avant, mais c'est moi qui ai ramené Omega vers le haut. C'est toute la compagnie SMH qui va s'appeler prochainement The Swatch Group of Companies. C'est un enfant à moi et les enfants que vous avez créés, j'espère que vous les aimez. Alors vous avez des émotions pour les enfants. Mais c'est aussi important, les enfants que nous avons, de les évaluer d'une façon objective. Parfois parce que l'excès d'émotion que nous avons finalement, l'excès d'amour que nous avons envers ces enfants, finalement nous pousse à surévaluer nos enfants. Vous ne trouvez pas? Oui, moi je souffre de pas de surévaluation. Parce qu'à aucun moment j'ai pensé, même dans toutes les études que nous avons délivrées, avec toutes les stratégies que nous avons réalisées, que cette compagnie va être le numéro 1 mondial du point de vue chiffre d'affaires. Alors si vous pensez que nous faisons aujourd'hui, je vais le dire en dollars, 2 milliards
200 millions de dollars de chiffre d'affaires dans les montres et que nous allons passer cette année à peu près 2,5, c'est-à-dire 3,5 milliards de francs suisses, c'est pas une surévaluation de nos montres. Nicolas Hayek, au début des années 70, Omega avait connu son âge d'or, certainement. C'était l'apogée de Omega. Mais plus tard, une concurrence forte a commencé ou a émergé. Une concurrence entre Omega d'un côté et Rolex de l'autre côté. Alors Rolex l'a emporté sur Omega. Omega a été relégué au second plan. Plus tard, certainement, quand vous êtes devenu le CEO, le PDG de la société SMH, et dans votre société, vous englobez, ou votre portfolio comprend Omega, vous avez adopté une nouvelle stratégie qui est constituée finalement à relancer Omega ou à la ramener au premier plan. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez réussi, mais ce que j'aimerais savoir, Swatch et Omega finalement sont différentes, sont deux marques différentes. Les deux messages sont différents. Alors, pourquoi, sur le plan stratégique, certainement, avez-vous besoin de posséder les deux marques? Et est-ce que la réussite de Swatch aide Omega? Oui, écoutez, pour répondre à votre dernière question, définitivement, je l'ai dit, si vous voulez garder le haut de gamme, il vous faut contrôler le bas de gamme. Sinon, votre compétiteur monte en haut et vous fait du mal et Omega est en haut. Maintenant, pourquoi je dois avoir les deux, j'ai beaucoup plus que les deux. J'ai 14 marques dans mon portefeuille, dont l'une est en Amérique, c'est la Hamilton Watch Company dans la moyenne gamme. Je vous répète, pourquoi c'est important. Nous avons à peu près 42 usines ici en Suisse. Nous avons presque dans tous les pays du monde qui sont industriellement importants, nous avons beaucoup de clients, nous avons des compagnies qui s'appellent SMH, qui importent nos montres, qui réparent nos montres, qui vendent nos montres et qui nous donnent un système de distribution absolument unique. Pas même l'automobile, j'ai remarqué chez mes amis chez Mercedes, n'a un net, une filière aussi forte de distribution de ces produits tels que nous avons. Nous avons une SMH au Japon avec à peu près 350 personnes, en Amérique, en France, en Allemagne, en Italie, partout. Pour pouvoir faire cette filiale, il faut faire évidemment beaucoup de produits. Nous sommes la seule compagnie horlogère du monde, étant donné que nous sommes aussi la première, qui, dans chaque gamme de produits, peut vous faire la montre que vous voulez. Alors, il y a deux façons de faire des montres. Il y a la façon de dire, moi, Ricardo Karam, je veux faire une montre demain, je fais un dessin avec ce que je veux qu'on montre, je l'envoie à Hong Kong ou à la SMH, et ils me font cette montre, ils me la délivrent, et moi je la vends. Il y a les gens qui font toutes les parties d'une montre, qui l'assemblent et qui la produisent, c'est nous. Il y a d'autres qui font des petites parties d'une montre, mais qui achètent le reste de l'autre. Or nous, quand on dit que nous avons sauvé l'industrie horlogère suisse, malgré que nous avons en principe sauvé deux grandes compagnies qui font à peu près 75% de l'industrie horlogère suisse, c'est vrai que c'était toute l'industrie horlogère suisse parce qu'il n'y a pas de montre au monde mécanique qui n'a pas ce produit-là que nous produisons tout seul en Suisse. C'est-à-dire, ni Rolex, ni les grandes marques comme Audemars Piguet et les autres ne peuvent faire une montre sans quelques composants de chez nous. Nous sommes les seuls qui font tous les composants. Alors pourquoi avons-nous besoin de toutes ces montres-là? C'est pour garder un ensemble industriel très large, complètement au travail, vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, donner du travail à tout le monde. Et deuxièmement, pour pouvoir maintenir un système de distribution qui est un des plus puissants au monde de montres. Exemple, dernièrement, nous lançons la montre de Calvin Klein, que nous faisons nous-mêmes. En moins de 6 mois, nous l'avons dans le monde entier, parce que nous avons les systèmes de distribution qui nous appartiennent. D'autant plus, je pense que cet amalgame de marques est pour diversifier le portfolio, pour minimiser le risque. Donc c'est normal. Nous n'avons pas tout à fait besoin de ça, parce qu'il y a certainement des cannibalismes entre l'une ou l'autre marque, surtout dans le moyen de gamme. Et nous faisons bien attention que le produit est différent, que les prix sont différents, mais vous ne pouvez pas empêcher qu'entre Tissot, Certina, Mido, dans le moyen de gamme, il y a certaines frictions là-dessus. Mais effectivement, la raison que je voulais donner, c'est que finalement, nous sommes le seul qui, dans ce gâteau d'anniversaire, est partout. Il n'y a pas de compagnie qui est partout dans ce gâteau. Vous avez mentionné Rolex, qui sont nos amis ici, et qui vraiment ont dépassé Omega, et la dépassent toujours encore aujourd'hui. Bien, Rolex achète de chez nous des produits, nous sommes très amis avec eux, mais Rolex est uniquement dans le haut
le bien. gâteau. Anna, la raison pour laquelle finalement, j'ai dit Anna, c'est-à-dire moi, la raison pour laquelle j'ai mentionné Omega et Swatch, parce que finalement je pense que c'est le cheval de bataille tout d'abord. Et d'un autre côté, vous avez mentionné depuis peu de temps que Swatch, avec Swatch finalement, c'est une histoire qui commence depuis qu'on est jeune. C'est-à-dire un jeune universitaire qui commence sa vie, s'achète une Swatch, il s'habitue, plus tard il grandit, dans la vie certainement, et dans la vie professionnelle bien entendu, il garde la Swatch. Certainement, il change de modèle, il achète un nouveau modèle, mais il la garde toujours sur son poignet. Et donc, Swatch constitue aussi une menace pour Omega. Parce que qui va acheter Omega finalement? C'est les grands employés, c'est les grands banquiers, c'est les gens qui ont un peu de fric. Donc, Swatch, plus tard, une fois qu'on s'habitue à elle, elle constitue une menace, non? Bon, je vais vous expliquer peut-être ce qui se passe avec Swatch. Aujourd'hui, si vous parlez avec M. Rainer Gut, qui est le président directeur général d'une des plus grandes banques du monde, c'est le Crédit Suisse, ce Crédit Suisse Group, vous verrez qu'il a à son poignet uniquement la Swatch. Il n'a pas d'autre. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui sont vieux et il y a des gens qui sont jeunes qui achètent la Swatch, c'est juste. Seulement, il faut vous rappeler une chose. Combien de cravates avez-vous à la maison? 200 cravates à peu près. Oh là là. Moi, j'espérais que vous me disiez 20. Alors, prenons un monsieur normal, il a 20 cravates ou 30 cravates. Moi, j'en ai aussi peut-être 200. Eh bien, une cravate coûte plus qu'une Swatch. Alors, ce que nous avons introduit, nous, c'est le fait que vous pouvez acheter une montre d'une très haute qualité comme la Swatch et ne pas payer plus que pour une cravate. Et c'est-à-dire le soir où vous êtes habillé comme dame en rouge, vous mettez du rouge. Le jour où vous êtes habillé en bleu, vous mettez du bleu. Et puis vous avez avec la Swatch des tas de produits techniques qui s'y ajoutent. La Swatch Access, qui est une smart card qui vous ouvre les portes partout. La Swatch téléphone que nous venons de lancer à Hambourg, qui est un vrai téléphone, qui n'est pas de la blague, vous pouvez appeler avec. La Swatch Pager. Et en plus de ça, toutes ces Swatches qui sont faites en mime, c'est-à-dire en métal, à un prix absolument imbattable. Ces Swatches-là, les gens qui ont beaucoup d'argent et les gens qui ont peu d'argent peuvent l'acheter. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont envie un soir de se mettre une Omega or, aucun problème avec, ils peuvent l'acheter aussi. Nicolas Hayek, encore une fois, vous avez mentionné tout à l'heure, lors du break publicitaire, que vous avez un budget énorme de millions de dollars à dépenser sur les publicités. Et vous savez très bien que aussi nous avons besoin de publicité. C'est pour cela, nous allons nous arrêter encore une fois, il faut de plus finalement, pour une page publicitaire. Et puis par la suite, nous allons continuer la troisième rubrique de cette émission. Mes amis téléspectateurs, vous êtes toujours avec Maraya, cette fois-ci en français, avec Monsieur Nicolas Hayek, le président directeur général de la compagnie SMH qui englobe les plus grandes marques de montres dans le monde entier, bien entendu. Nous reprenons, nous continuons cette entrevue après ce break publicitaire. Restez avec nous. Ma femme, c'est celle qui a eu confiance en moi, qui a même dit à son père, qui rigolait, tu vas voir, c'est un génie. Après cette page publicitaire, retour au miroir de Nicolas Hayek, à Maraya de Nicolas Hayek. Et cette fois-ci, finalement, vous vous êtes rendu compte que vous êtes devant un miroir. C'est pour cela que vous nous avez donné le privilège de nouer une cravate. Alors regardez-moi pour voir comment vous êtes avec une cravate. Elle est au moins juste. Oui. Elle est parfaite. Tout ce que vous faites est parfait. Oh non. Nicolas Hayek, dernièrement, toute la presse a évoqué ou a parlé finalement de ce grand projet qui est la fusion entre Swatch et Mercedes. Alors, c'est quoi ce projet exactement? Maintenant, vous m'interrompez quand ce sera un monologue parce que j'ai l'habitude de raconter l'histoire un peu en tous les... Vous voulez que je vous interrompe? J'ai aucun problème. Quand vous trouvez que c'est trop long pour nos téléspectateurs, ça ne me gêne pas si vous me dites ça va, c'était trop long. Ça a commencé en 1989. En décembre, le Spiegel, qui est un grand magazine allemand, m'a interviewé sur le problème de l'industrie allemande. Évidemment, dans une industrie d'un pays, la voiture joue un rôle considérable, beaucoup plus que toutes les autres industries, puisque c'est une industrie qui utilise tout, les aciéries, les produits chimiques, etc. Et à ce moment-là, j'avais critiqué très fortement l'industrie allemande en disant elle néglige le bas de gamme, elle va se faire sortir du marché par les Japonais qui sont en train d'attaquer sur le bas de gamme et qui avaient pris une grande partie de l'Amérique. À ce moment-là, c'était, rappelez-vous, les années 1989, ça a été publié
le 2 janvier 1989, et c'est apparu après dans un livre que le Spiegel a publié. Et c'était une grande attaque, et là j'ai critiqué encore Mercedes-Benz, entre autres, et d'autres industriels allemands, de ne pas aller dans le bas de gamme de la voiture. Et deuxièmement, j'ai dit, nous sommes en train de détruire cette terre en utilisant des voitures énormes qui détruisent toutes les forêts, tout l'oxygène, l'ozone et tout ce qu'il faut. Nous allons finir par avoir le désert sur cette planète parce que nous voulons nous déplacer constamment avec des voitures toujours plus grandes. Il faut arrêter ce truc. Après cette interview avec le Spiegel, il y a eu des tas de constructeurs automobiles, entre autres, il y a eu Renault en France et General Motors en Amérique, beaucoup, qui ont discuté avec moi de faire un projet voiture. Puis je me suis aperçu que les industries de l'automobile, ils ont peur de faire quelque chose de nouveau. Pendant que dans les industries des télécommunications, quand moi j'étais tout jeune, pour faire la communication pour 200 personnes, il nous fallait une cave remplie de switches pour le téléphone. Aujourd'hui, tout ça est devenu beaucoup plus petit. Mais dans la voiture, il n'y a pas eu de développement réel. C'est toujours le même moteur à explosion, un peu amélioré, beaucoup plus de confort dans la voiture, mais c'est toujours le même système technique. Alors, je me suis aperçu qu'eux, ils ne voulaient pas les changer, pas parce qu'ils avaient peur de les changer ou parce qu'ils étaient conservatifs, parce que si une voiture ne fonctionne pas, tout le monde voit qu'elle ne fonctionne pas. Si vous vendez 10 000 voitures et le lendemain vous trouvez 5 000 qui sont du côté de l'autoroute cassées là, vous êtes terminé, fini, vous avez perdu votre réputation. C'est pour ça que personne n'ose entrer dans le nouveau domaine. Alors je me suis dit, moi, Georges, je le fais. Alors j'ai discuté avec mon groupe ici, les gens qui travaillent avec moi, et nous avons décidé d'y aller parce que nous étions en même temps engagés depuis déjà 2 ans à faire avec l'école d'ingénieurs de Bienne une voiture solaire avec des moteurs électriques sur les roues qui avait gagné en Australie le 4000 miles run. Et nous avons été félicités par tout le monde, donc nous avions assez d'expérience dans l'automobile, plus moi comme conseiller. Je me suis dit, si eux, ils n'osent pas, moi, je vais le faire. Alors, nous avons développé une voiture que nous appelons hybride. Qu'est-ce que ça veut dire, hybride? Rappelez-vous votre vélo. Quand vous voulez de la lumière le soir, vous mettez votre dynamo là-dessus, et puis elle commence à tourner, et elle crée de l'électricité elle-même. Alors, nous, à la SMH, on est des spécialistes de créer de l'électricité par le mouvement. Si vous prenez cette montre, c'est absolument une nouveauté, que les Japonais ont d'ailleurs aussi. Chaque fois que je bouge, il y a un rotor qui bouge et qui crée de l'électricité. Donc je n'ai pas besoin de piles. Alors nous avons créé une voiture avec un petit moteur qui, avec un générateur, crée de l'électricité. Donc vous n'avez pas besoin de batterie énorme parce que les batteries ne servent à rien dans les voitures électriques. Si vous revenez à l'âge de la coche, le moment où vous alliez avec les chevaux faire des voyages, c'était dans le 16e, 17e siècle, parce que les batteries, ça dure maximum 50 km, en moyenne 25 km. Et pour les recharger, il vous faut 6 heures, 5 heures et demie, et elles coûtent au moins 20 000 francs la pièce. Donc vous avez des voitures chères. Et si aujourd'hui, quelqu'un vous appelle d'urgence d'aller quelque part, vous descendez de votre voiture, vous arrêtez après 30 ou 40 km, et vous trouvez quelqu'un pour vous sortir votre batterie qui pèse 200 kg, et puis pour vous la charger, vous devez dormir dans cet endroit. Alors nous avons convaincu tout le monde que nous avons notre système hybride, qui existe, que vous avez, j'espère, vu ou photographié ici. Et il y avait énormément d'intérêt. Alors nous avons commencé par créer une compagnie ensemble avec Volkswagen, dont le président à l'époque, M. Goedever, ou le vice-président Goedever et M. Hahn, étaient complètement excités par ça. Et nous avons créé ici à Bienne une compagnie 50%, 50% pour eux et pour nous. Et puis soudainement, le management de Volkswagen a été changé. Il y a eu un nouveau monsieur, qui est un monsieur que je connais bien, qui est très agréable, qui s'appelle M. Piège. Mais lui, il est plutôt de Porsche. Il croit plutôt dans les grandes cylindrées. Alors, je ne me suis pas entendu avec lui, j'ai dit d'accord, j'achète des actions et je les ai achetées de sorte que SMH ne s'appelle plus SMH Automobile, ne s'appelle plus SMH Volkswagen Automobile AG, mais SMH Automobile AG. Donc c'est devenu un projet indépendant maintenant. Oui, c'est un projet indépendant que nous avons alors mis avec Mercedes dans la nouvelle compagnie que nous avons créée avec un an plus tard, qui s'appelle MCC. Mais alors là, Mercedes a la majorité. Et il y a des vidéos de télévision où vous voyez comment notre voiture marche sur glace, la sécurité avec laquelle elle fonctionne. Et le but est le suivant. Si vous regardez aujourd'hui l'entrée des grandes villes dans le monde entier, que ce soit à Calcutta, à Bombay, à Chicago, à Paris ou à Londres, vous voyez cette masse de voitures, cette lavine, comment dire en allemand, cette énorme masse de voitures dans le trafic, où vous avez en moyenne une personne dans une voiture qui attend pour pouvoir passer.
Nous avons cherché toutes les statistiques, les meilleures villes du monde où il y a les gens emploient plus qu'un dans une voiture en 1,2. Et la moyenne, c'est 1,1 par voiture. Alors à quoi ça sert d'avoir des voitures énormes qui bloquent tous les chemins, qui utilisent beaucoup trop d'essence, si vous pouvez avec une voiture beaucoup plus petite, prendre beaucoup moins de place et surtout faire du bien à l'écologie. Et ces voitures seront lancées quand, en principe? Alors, nous avons fait maintenant deux types de voitures. L'une s'appelle Smart, parce qu'elle n'est pas Swatch, elle n'a pas le message Swatch, qui est avec un moteur électrique, avec un moteur benzine normal, mais qui n'est pas très dépensier, qui fait à peu près 4,5 à 5 litres par 100 km, et qui, quand vous l'ouvrez et vous entrez dedans, vous avez l'impression que vous êtes dans une voiture pratiquement de luxe. Elle est grande, elle est spatiale. Même le chancelier allemand, il y a un film ici, vous pouvez le voir, vous pouvez prendre même des copies et le montrer aux téléspectateurs si c'est possible. Et vous le voyez entrer avec moi à l'écurie de ma fille ici en Suisse. Au début, il a hésité un peu, puis vous voyez combien il a de la place de tous les côtés. Et on peut dire qu'il est quand même costaud. Hein. Et je me rappelle le Financial Times qui écrivait 2 semaines avant cette voiture n'a même pas de place pour Nicolas Hayek, le président de Mercedes. Ils se sont excusés une semaine après en disant non, non, c'est pas vrai, il y a de la place même pour Nicolas Hayek et le chancelier. Alors, ce n'est pas une fusion entre Mercedes et la SMH, c'est une joint venture, c'est une compagnie qui nous appartient à tous les deux. Et comme il y a eu dernièrement des tas de problèmes dans la technologie de développement de cette voiture, nous avons un retard pour la livraison de la voiture. Nous aurions dû commencer à la délivrer en avril, c'est-à-dire pratiquement demain au public. Nous allons être retardés de 6 mois. Nous allons la délivrer en octobre, d'après les meetings que j'ai eu hier avec tous les gens de Mercedes qui étaient ici. Ça sera un beau cadeau pour la fin de l'année, alors. Peut-être. Nicolas Hayek, j'ai encore quelques questions à vous poser, certainement, plutôt une série de questions. Donc je vais essayer de me précipiter un tout petit peu afin de couvrir tous les sujets que j'ai finalement en tête d'envisager. Alors, vous venez d'évoquer finalement au début de l'émission qu'il y a pas mal d'universités ici en Suisse qui vous ont rendu hommage, qui vous ont honoré. Vous êtes détenteur de titres de docteur à l'université de Neuchâtel, bientôt dans une nouvelle université. Il y a Helmut Kohl, le chancelier allemand, qui vous a nommé dans son conseil de développement, d'innovation et de stratégie pour le futur d'Allemagne et de l'Europe. Alors, accepteriez-vous un hommage rendu par le Liban? Oui, certainement. Ce serait de l'arrogance que je n'ai jamais eu de refuser un hommage d'un grand pays comme le Liban. Évidemment, je l'accepte, mais c'est la question de savoir s'il est mérité. Si le chancelier allemand m'a fait un hommage, c'est parce que j'ai aidé l'industrie allemande énormément avec de nouvelles idées, de nouveaux développements. J'ai beaucoup travaillé pour eux. Si les universités suisses et italiennes, la deuxième université maintenant Bologne, c'est italien ou américaine, non, c'est parce que j'ai fait quelque chose pour eux. Est-ce que vous savez que le Liban a besoin de vous? Je ne sais pas, non. Vous ne savez pas. Ben, s'il avait besoin de moi, il m'aurait dit j'ai besoin de toi. Comment pourrait-on le prouver? Non, il ne faut pas le prouver, je ne veux pas de preuve. Non, est-ce qu'il a vraiment besoin de moi? C'est ça la question. C'est ça la question, c'est de savoir si vraiment il a besoin de moi et si je peux l'aider. Là, il n'y a pas de doute. J'ai passé ma vie à réagir sur les appels d'aide, c'est ma nature. Si je suis aujourd'hui encore à mon âge, pas en train d'être dans ma maison du Cap d'Antibes, sur la Côte d'Azur française, sur un bateau en train de faire la fête, c'est parce qu'il y a besoin, on a besoin de moi ici, on le demande. Ne pensez-vous pas que votre contribution finalement dans le pays ou dans le Liban ne serait un apport positif? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis un homme qui motive. Pour motiver, il faut que la culture autour de moi comprenne ce que je dis. Et je ne sais pas si au Liban nous sommes arrivés à faire ce que a été possible en Suisse après plusieurs années, de faire une unité de doctrine entre les différentes parties de la population, pour commencer. Deuxièmement, si je ne peux pas aider en motivant au Liban, si je ne peux pas aider en disant nous allons faire ça, et puis allons-y, nous allons tous pousser. Si nous allons faire de la politique, du fonctionnariat, moi je suis terriblement contre-productif. C'est-à-dire je commence à critiquer. Et là, il n'y aura plus personne qui sera intéressé à me voir. Nicolas Hayek, vous avez conquis un peu partout le monde entier. Comme je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes un peu partout dans tous les coins du monde. N'y a-t-il pas un certain lobby particulier qui essaie de vous combattre, qui essaie d'étouffer vos projets?
Oui, au début, certainement, il y a eu beaucoup de gens. Pour commencer, j'ai vraiment pas conquis le monde entier, c'est le monde entier qui m'a conquis, qui a fait que j'ai fait tout ce que j'ai pu, C'est une conquête des deux côtés, il faut si dire. vous voulez. Oui. Vous êtes trop Et modeste. il y a certainement, je dirais pas une lobby, il y a eu des tas d'attaques, surtout dans une société comme la nôtre, démocratique, où en Suisse, on n'aime pas les gens qui sont plus brillants que les autres. C'est-à-dire, nous avons ici en Suisse, comme vous le savez, un gouvernement, personne ne sait qui est le président de la Fédération helvétique aujourd'hui. Je vous le demande, vous ne le savez pas. Enfin, c'est un ami intime à moi, mais chaque année, c'est un autre. Mais si un de nous pousse sa tête un tout petit peu plus haut que la foule, on essaie de lui couper. Évidemment, il y a... Partout, partout, c'est pareil. Oui, mais n'est-ce pas, si finalement vous essayez d'être juste, il y a un grand écrivain suisse et journaliste qui a dit une des grandes qualités de Hayek, il a écrit dernièrement, c'est gerecht sein, ça veut dire être juste. J'essaie d'être juste. Et alors, si vous essayez d'être juste, arrivé à mon âge, il y a toutes les preuves autour de moi que je suis juste. Parce que je peux aujourd'hui enlever la moitié de mes usines de la Suisse, les faire passer de l'autre côté de la frontière française. Le gouvernement français me payera tous les investissements nécessaires. Je pars en Asie, ça me coûtera un quart des salaires que j'ai aujourd'hui ici. Les bénéfices de cette compagnie peuvent monter à plusieurs milliards. Je serai beaucoup plus riche et tous mes actionnaires avec. Personne ne réfléchit à le faire. Pourquoi? Parce que nous voulons être justes. Parce qu'à quoi ça nous sert d'être les seuls riches dans un quartier pauvre si tous nos voisins ne vont pas avoir du travail et nous-mêmes nous sommes assis là en train de dire nous sommes les seuls qui ont de l'argent et vous, on se fout de vous. C'est ça, ce genre de société que j'aimerais avoir partout. Et si je pouvais aider à contribuer à ce qu'évidemment ça se passe, je le ferais. Mais je ne crois pas que je peux. Vous pouvez. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles très bientôt. J'en suis sûr. Nicolas Hayek, là j'arrive à la dernière partie de l'émission, qui est une série de questions rapides. Et j'aimerais bien, si c'est possible, à ce que vous me répondiez d'une façon aussi rapide et brève. Certainement, vous avez dit que vous étiez marié. Vous avez 2 enfants. C'est tout? Non, j'ai encore un petit-fils qui est déjà 25 ans. Ils sont avec vous, vos enfants? Ils travaillent là dans la société? Non, il y a un qui travaille ici, qui est président de la SWAT, qui est pilote d'hélicoptère en même temps. Il y a un autre qui est Marc, qui a étudié en partie aux États-Unis et qui, lui, commence à créer un nouveau restaurant tout à fait spécial à Zurich, dans un des bâtiments qui nous appartiennent au centre. Ma fille est le plus grand élevage de chevaux pur sang arabe, elle s'appelle Naila. Naila. Oui, elle est très connue. C'est un nom arabe. Oui, oui, évidemment. Et les garçons, comment ils s'appellent? Les jeunes gens. Il s'appelle Nick, comme moi, et l'autre, il s'appelle Marc. Mais c'est ma femme qui a choisi le nom de Nana, parce que ma femme est une grande combattante pour le Liban. Elle est très fanatique. Ah, oulala. C'est une Libanaise? Non, elle est suisse. Suisse. Mais comme elle est mariée avec un Libanais, Elle est devenue une Libanaise. elle projette l'image sur tout le monde. C'est parfait. Comment se déroule votre journée? Donc, lever... Il n'y a pas de journée chez moi. Il n'y a pas de journée, ça change tout le temps. Ben, je vous donne la journée d'aujourd'hui, par exemple, ou la journée d'hier, mais la journée de demain sera tout à fait autrement. Alors, j'ai une piscine couverte, chauffée, dans ma maison de Meisterswan, qui n'est pas loin de Zurich. Alors, je me suis réveillé ce matin un peu tôt, malgré que je suis allé tard hier au lit. 5 heures, je suis descendu et j'ai fait du jogging dans ma piscine. Il faut voir ce que c'est. Je vais mettre de la musique tam-tam africaine, et puis courir dans l'eau de la piscine, au bord de la piscine. Vous dansez parfois? Oui, et puis je ne fais pas seulement danser, je chante aussi quand personne ne m'écoute. Et comme je n'ai pas de maillot de bain parce qu'il y a un grand parc et personne ne me voit, malgré qu'il y a du verre autour de ça, c'est terriblement amusant. Ma femme dormait encore, nous n'avons pas de servant ici, c'est elle qui me fait le petit déjeuner. J'ose pas quitter la maison si elle ne me fait pas le petit déjeuner. Elle est descendue vers 6h30, petit déjeuner, écouter la radio. Il était copieux le petit déjeuner? Pas tout Vous à allez être fait. étonné, c'est un petit déjeuner tout à fait libanais. Il y a du kouak, ça veut dire du labné, de l'huile d'olive, du za'atar, que nous avons en grande quantité, du pain et du café. Et après, ben, j'ai pris ma voiture, c'est moi qui conduis, malgré que nous avons une dizaine de chauffeurs dans la compagnie qui aimeraient bien me conduire. Et j'ai fait les 95 km pour venir ici. Ce matin, j'avais un meeting de tous nos directeurs généraux de tous les pays du monde que je dirigeais à 9 heures. Il y avait un de nos collaborateurs qui avait fêté son 50e anniversaire. J'ai fait un discours pour montrer combien il a travaillé pour nous. Il avait les larmes aux yeux. Après, j'ai eu un déjeuner avec un groupe
d'industriels et de banquiers qui voulaient vendre leur compagnie avec laquelle je discute de l'acheter. Et ça, peut-être ça va fonctionner, vous êtes venu dans un bon jour. Après, j'ai reçu le champion olympique Popov qui est venu me saluer et me raconter des histoires. Puis j'ai reçu mon groupe Omega qui est revenu de Houston avec tout ce qu'ils avaient fait avec les astronautes. Et puis voilà, nous sommes là. Non, et j'ai donné une interview à une télévision suisse, et maintenant c'est bon. Et avec tout le porte-bonheur que nous amenons avec nous aussi. Oui, c'est exact. Vous avez C'est amené parfait. des porte-bonheur, c'est juste. C'est parfait. Nicolas Hayek, que vous a donné la Suisse? D'une façon très brève. Tout ça. Tout ce que vous êtes. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de la musique. Vous avez dit qu'il y a de la musique hydrogique, de la musique africaine, là, sur le rythme de laquelle finalement vous faites de la marche le matin. Est-ce que vous connaissez au moins la musique libanaise? Oh oui, définitivement, je l'écoute aussi. Je l'écoute aussi parce qu'en Europe, elle devient de plus en plus... À la mode. Oui, et puis je l'écoute absolument, oui, pas de problème. Est-ce que vous connaissez des chanteurs libanais, par exemple? Non, Pas du tout. non, non, malheureusement. Mais je dois vous avouer une autre chose. Je ne connais pas aussi de chanteurs européens. Ma femme doit me dire toujours le nom des chanteurs. Vous connaissez des plats libanais? Ah oui, évidemment. Ça, je sais très bien, je peux vous le dire avec le nom. Hummus, shawarma, kibbeh. Ici, au restaurant, j'ai donné les légumes que j'accepte de manger, par exemple, du batinjane. Toutes ces choses-là, c'est... Ma femme, d'ailleurs, ma femme a appris à faire la cuisine libanaise en parlant à ma sœur et en ayant des livres. Alors, elle a invité dernièrement le président de la République suisse avec sa femme, le président de la Crossair avec sa femme, et le président des chemins de fer. Ils étaient enchantés de l'idée qu'elle leur a offert. De toute façon, ça se voit que vous êtes, que vous aimez la bonne bouffe, que vous appréciez la bonne bouffe. Malheureusement, Vous êtes oui. un fin gourmet. Pourquoi malheureusement? Oui, parce qu'en soi. Vous savez, il y a un proverbe en arabe qui dit, donc je vais essayer de le dire calmement et lentement afin que vous compreniez ce que je veux dire. Rijal bala kersh ma biswa erish. C'est-à-dire J'ai compris. l'homme sans un ventre, quoi, Ne vaut il pas ne vaut un aucun sou. sou, voilà. Donc ne vous en faites pas. Nicolas Hayek, est-ce que vous êtes heureux? Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie? Non, Est-ce que vous êtes fatigué aujourd'hui? non, La vie vous a-t-elle souri? oui. Quelle impression souhaiteriez-vous que les Libanais gardent de vous? D'un homme qui a essayé d'être juste, d'essayer de créer des postes de travail pour les autres, et qui par hasard, en plus de ça, a réussi à créer un petit empire. Que dirait-il de vous, à votre avis? Je sais pas. Du tout? Non. Moi, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé à notre émission, qui, encore une fois, elle s'intitule comment, l'émission? Le miroir. Maraya. Voilà. Mais il y a un autre nom pour le miroir en arabe. Mrei. Mir'at. Hein? Voilà, c'est un des mots que j'ai oublié complètement. Tandis que ce que vous avez dit avant, j'ai tout compris. Alors, cette émission, ça a été le témoignage, enfin, je l'ai voulu être le témoignage d'un Libanais qui a quitté le pays, qui a brillé un peu partout dans le monde, et je souhaite que cette émission, finalement, soit le modèle pour tous les jeunes, et pour toutes celles et pour tous ceux, finalement, qui nous suivent ce soir, et qui préparent un avenir, et qui pensent au lendemain. Rien n'est impossible dans la vie, je trouve. Tout est possible. On peut tout faire finalement si on est persévérant, si on a de l'espoir et si on a de l'ambition. Nicolas Hayek, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, on est fiers de vous. Et voilà, je vous remercie encore une fois. Je ne sais pas si vous aimeriez clôturer l'émission à votre façon. Je ne voudrais pas clore parce que vous avez très bien clos vous-même. Vous avez dit un exemple pour les jeunes. Et c'est ce que j'essaye d'être constamment, pas moi, tout le monde. Essayer de montrer aux jeunes que tout est possible dans la vie, vous l'avez dit vous-même. Non, je suis terriblement positivement impressionné par les questions que vous avez posées, l'intérêt que vous avez montré. J'avais une peur atroce que nous tombions comme au temps de mon enfance sur des questions très superflues, très inintéressantes. J'avais peur de ça, demander à madame ici, elle avait peur de ça. Je dois dire que c'était d'un niveau absolument sensationnel. Bravo, je vous félicite. Et croyez-moi, je ne parle pas vite, il n'y a pas
une télévision mondiale qui ne m'a pas interviewé au moins à plusieurs reprises. Je vous félicite, c'était très bien. Et votre conclusion était tout à fait juste. C'est de donner un exemple et surtout du courage aux autres, qu'il y a des possibilités pour tout le monde qui sont ouvertes partout. Merci, je suis vraiment ému. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt au Liban cette fois-ci. Parce qu'on a besoin de vous encore une fois et le pays a besoin de vous. Merci, à bientôt. Moi, Modeste et moi, et puis moi, je connais l'angoisse quand je risque quelque chose pour d'autres gens.